Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. L'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur une querelle qui hante la campagne à droite et qui, selon vous, est mal posée. C'est celle qui porte sur la différence entre islam et islamisme. En effet, Dimitri, elle revient sans cesse dans la campagne à droite, comme vous l'avez dit, et comme on l'a vu à Face à Baba, au moment du choc entre Jean Messia, de Reconquête, et Marine Le Pen. Alors, petit avertissement, j'arrive avec mon stylo correcteur de professeur, et je rappelle d'abord les termes de cet échange. Jean Messia affirmait doctement à ce moment qu'il n'y a pas de différence entre islam et islamisme. Les deux seraient interchangeables car l'islam ne serait pas qu'une religion, mais aussi un code juridico-politique prétendant organiser intégralement la vie sociale. Marine Le Pen, quant à elle, marquait une claire différence entre l'islamisme et l'islam. Si elle entend combattre farouchement le premier, elle affiche souverainement son indifférence au second. On éclairera sa position en rappelant celle de son conseiller principal, Philippe Ollivier, exprimée en octobre dernier devant le média en ligne Livre Noir. L'intervieweur lui demandait « Est-ce que la France serait toujours la France avec l'islam comme religion majoritaire ?» Sa réponse, je cite, « La vocation d'un État n'est pas de gérer les consciences. » Fin de la citation. Il multipliait ensuite les nuances en rappelant son opposition à l'immigration massive, mais sa première réponse témoignait d'un certain flou dans ce qu'on appellera la position mariniste. Bon, comment on arbitre cette querelle, Mathieu ? Alors, pour peu qu'on prenne les mots tels qu'ils se présentent à nous aujourd'hui, l'islam désigne une grande religion historique, qu'on appréciera ou non, c'est la liberté de chacun, et l'islamisme représente son interprétation totalitaire. Qui peut sérieusement affirmer que chaque musulman est un islamiste en puissance au sens où on entend ce terme aujourd'hui? Il faut être sérieux. Jean Messia ne devrait pas se prendre pour un théologien. Aucun homme politique ne devrait le faire d'ailleurs. Ce rappel est valable pour d'autres, soit dit en passant. Combien de politiques au fil des dernières années nous ont expliqué que l'islam n'avait rien à voir avec les attentats commis en son nom car il s'agirait d'une religion d'amour? En 2008, Jackie Smith, une figure importante du cabinet britannique d'alors, avait même proposé d'appeler les attentats islamistes des attentats anti-islamiques parce qu'ils étaient apparemment en contradiction avec le noyau spirituel de l'islam. Mais Marine Le Pen erre aussi à sa manière. Imaginons, comme parvient à le faire Philippe Ollivier, une France peuplée à 60% de musulmans. Je ne parle pas d'islamistes, on se comprend, mais de musulmans assimilés, croyants certes, mais discrets, et peut-être même pas croyants finalement. Je ne dis pas que cela va arriver. Je propose seulement de faire cette expérience de pensée pour voir jusqu'où nous poussons notre définition de l'identité française. Eh bien, si un tel scénario se concrétisait, la France ne serait tout simplement plus la France. Le peuple historique français serait mis en minorité chez lui. Faut-il rappeler que même la présence d'une grosse minorité devenue inassimilable de culture étrangère entraînerait probablement des conséquences semblables. Je précise, soit dit en passant, que cette réflexion ne s'applique pas qu'à l'islam, même si elle prend une charge existentielle particulière lorsqu'on évoque cette religion. Quelques exemples. Si le Québec était peuplé à majorité d'anglophones, ce ne serait plus le Québec. Si le Japon était peuplé à majorité de Chinois, ce ne serait plus le Japon, mais une extension de la Chine. Si Israël perdait sa majorité juive, ce ne serait plus Israël. Si le Danemark était peuplé de Suédois, ce ne serait plus le Danemark, mais une extension de la Suède. Un pays ne peut pas s'arracher à sa matrice civilisationnelle fondatrice sans se déculturer, sans devenir étranger à lui-même. Il ne peut pas changer de peuple sans changer d'identité. C'est d'ailleurs ce que reconnaissait Jean-Luc Mélenchon dans un autre contexte à Thinkerview. Pardonnez-moi de le citer. Je cite très exactement. Les États-Unis que vous avez sous les yeux, pas sûr que dans 100 ans, ils soient encore là. Parce que la moitié du territoire a été pris de force au Mexique. Que la population hispanophone va devenir majoritaire. Et que si elle est majoritaire, elle amènera avec elle une culture, une grammaire, une science, une technique, la poésie, des lettres, une langue, porte plus qu'un changement. Fin de la citation. Jean-Luc Mélenchon serait-il partisan de la théorie du grand remplacement sans nous le dire? Tirons-en un principe général de sociologie politique. Un pays ne saurait être indifférent à la population qu'il compose. Hélas, qui ose cette évidence risque de très vilaines étiquettes aujourd'hui. On sait lesquelles. Bon, Mathieu, que pensent les Français de tout ce que vous venez de dire? À ce qu'on en sait? Ah, quelle question! Heureusement, j'ai un début de réponse pour vous. Philippe Diribarne, dans un passionnant ouvrage ayant pour titre Islamophobie, paru en 2019 chez Albin Michel, a rappelé une chose simple. Les Français n'ont aucune hostilité envers le contenu spirituel de l'islam pour peu qu'ils ne cherchent pas à s'imposer dans la sphère publique et qu'ils respectent les normes culturelles de la société française. L'islam comme spiritualité, aucun souci. L'islam comme doctrine sociale, quelques soucis. Résumons, les Français ne sont pas xénophobes, ils veulent simplement demeurer maîtres chez eux, que la France demeure française. J'en tire deux principes de base. On ne saurait confondre l'islam et l'islamisme, mais l'islam ne saurait prendre trop de place en France sans changer fondamentalement son identité. C'était la correction du professeur Bocoté. Merci, professeur.